Donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous organisons pendant ces 2 journées un colloque sur les populismes dans les démocraties occidentales actuelles. Donc c'est pourquoi nous avons la chance, vous ne vous en rendez pas compte, mais nous avons la chance d'accueillir des spécialistes de ces questions ainsi que 2 journalistes, je vous les présenterai tout à l'heure. Donc ce soir, en fait, nous allons nous intéresser au rôle des médias dans l'essor de ces populismes-là et les interactions que l'on peut avoir entre les deux. Je veux quand même vous présenter les intervenants et après on rentrera doucement dans le vif du sujet. Donc je vous présente les intervenants de ce soir. Donc nous avons Clément Guilloux, diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille. Il est journaliste spécialisé dans la couverture de l'extrême droite, donc du Rassemblement national, notamment au service politique du journal Le Monde. Nous avons ensuite Anna Bonaloume, qui est journaliste indépendante, docteur en philosophie de l'École normale supérieure de Paris et qui collabore régulièrement avec plusieurs médias, dont Les Échos, Le Point, Arte, LCI, France Info, et qui a publié en 2022 un livre intitulé « Un mois avec un populiste », dans lequel elle raconte son immersion aux côtés de Matteo Salvini. Et enfin, nous avons l'honneur d'accueillir Marc Lazare, donc professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po Paris, et qui est co-auteur, entre autres, de Peuplocratie, la métamorphose de nos démocraties, publié en 2019. Donc, afin d'introduire doucement le thème, parce que nous sortons d'une journée sur les populismes, alors que vous venez juste d'arriver. Donc je commencerai rapidement avec vous par établir un rapide état des lieux, non exhaustif bien sûr, des dynamiques électorales actuelles donc, en Occident. Donc avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à scanner le petit QR code et nous allons faire un petit sondage. Oui, mais ce que j'attendais qu'il... Alors, allez, on débute. Attends. Allez. On débute avec la première question, qui est de savoir si vous avez voté lors des dernières élections européennes. Pas de jugement. Je crois que ça fonctionnait pas. Ah, ouais, quand même. Allez, la suivante. Alors, oui, non, il faut lire un petit peu quand même. Alors, donc, je ne sais pas si vous le savez, donc les députés européens, une fois qu'ils sont élus, ils forment des alliances pour former des groupes politiques au sein du Parlement européen. Donc, je vous laisse associer les groupes à leurs orientations politiques. Je regarde si je peux vous montrer. Ah là, c'est bon.
Donc ce n'était pas évident, mais voilà, au moins vous aurez peut-être appris qu'il y a effectivement des groupes, des alliances qui se forment entre divers courants politiques au niveau de l'Union européenne. Allez, on y va. Vous faites partie des différents départements, mais si ça va, allez, courage. Mais eux, comme ils sont censés, il y a des italianistes, des hispanistes, des germanistes, donc peut-être chacun deux. Non, c'est pas évident du tout. Je me dis que peut-être ils ont chacun une ou deux réponses. Si je vous... Bravo. Si, quand je fais ça, vous avez les réponses, c'est ce qui m'intéresse. Les réponses apparaissent sur vos téléphones. Bon, voilà. Allez. Donc, une petite introduction sur cette actualité-là. Donc, l'Espagne, que l'on pensait il y a une décennie encore à l'abri des tendances politiques néofascistes d'extrême, voilà, en raison de la mémoire encore vive de la dictature franquiste, a vu l'ascension fulgurante d'un parti, je ne sais pas si vous le connaissez, les hispanistes, c'est Vox, qui est parvenu à obtenir presque 10% des voix et qui a doublé son nombre de représentants au Parlement européen. L'Allemagne, que l'on pensait durablement immunisée également, grâce à une politique mémorielle rigoureuse, a vu l'AfD s'imposer avec près de 16% des voix. Le paysage politique portugais est également en train de se recomposer avec une montée en puissance de l'extrême droite, avec le parti Chega, pardon pour la prononciation, qui a obtenu 18% des voix aux dernières législatives. En Italie, Fratelli d'Italia a remporté près de 29% des voix, prouvant ainsi que l'extrême droite, jadis discréditée par le passé fasciste du pays, s'est désormais normalisée un siècle après l'arrivée au pouvoir de Mussolini. En France, avec plus de 30% des voix, le Rassemblement national a également confirmé la normalisation de l'extrême droite en France, autrefois perçue comme un épouvantail électoral. Au Royaume-Uni, je sais ce n'est pas l'Union européenne, au Royaume-Uni, l'extrême droite a récemment fait son entrée au Parlement britannique lors des élections législatives de juillet 2024. Les anglicistes doivent le savoir. Donc, le parti Reform UK, pardon pour l'accent, a obtenu 14% des voix. Et last but not least, aux États-Unis, après une première victoire en 2016, qu'on a attribuée, alors pardon John, qu'on a, si je suis pas très précise, mais qu'on a attribué en partie au système des grands électeurs, donc Donald Trump est cette fois parvenu à s'imposer également par le vote populaire, témoignant d'un enracinement plus profond du trumpisme dans l'électorat américain. Donc ces victoires ne sont pas seulement celles des partis nationalistes, elles sont aussi celles des populismes. Afin d'élargir leur influence, ces leaders politiques ont tiré profit de la défiance envers les institutions, le rejet des élites. Ils ont su capitaliser sur les fractures sociales, sur les déceptions et les insatisfactions démocratiques. Ils exploitent donc les faiblesses de nos institutions démocratiques pour mieux les affaiblir. Allez, un dernier petit test et après je vais laisser la parole à nos intervenants. Qui est qui ?
Donc je ne sais pas si je dois vous dire bravo ou pas parce que je ne vois pas vos résultats, mais voilà. Je vais laisser Marc Lazare définir rapidement, pour vous qui nous rejoignez dans notre journée, ce que sont les populismes, est-ce qu'on peut les définir, qu'est-ce qui les caractérise rapidement. Bon, d'abord merci pour cette invitation. La question n'est pas simple. La question n'est pas simple parce qu'on entend beaucoup justement ce substantif, ce mot populisme, celui aussi de populiste. On sent bien qu'il y a quelque chose, d'ailleurs cette photographie nous montre bien avec ces personnalités, vous en avez reconnu sans doute beaucoup. Il y a quelque chose qui se passe en Europe, dans une grande partie du monde, et quelque chose, on essaye de lui donner un nom qui est le populisme. Alors, ce qui est frappant, c'est l'extension, c'est la durée, et en quoi ça consiste et pourquoi. Voilà, je vais essayer d'être le plus simple possible. En quoi ça consiste? C'est un certain nombre de mouvements et de partis politiques qui rompent avec le jeu politique traditionnel, qui critiquent en général les institutions, qui critiquent ce qu'ils appellent les élites, qui opposent d'un côté ce qui serait le peuple, considéré comme une entité homogène, vertueuse, bonne, possédant, c'est un des grands arguments d'une partie des populistes, du bon sens, et qui s'opposerait donc à une minorité qui est la minorité des classes dirigeantes, qui sont politiques, mais aussi économiques, culturelles, médiatiques, on en parlera, universitaires, d'experts, qui dominent, écrasent le peuple, complotent, c'est un élément important, en permanence contre le peuple, et font semblant au moment des élections d'avoir des différences, parce qu'il y aurait des partis de droite et de gauche, mais qui en fait sont tous unis contre le peuple. Et donc ce peuple aspirerait, je parle au conditionnel, à renverser ces partis traditionnels, à bousculer les institutions, à exprimer sa souveraineté, entendue comme souveraineté du peuple, c'est-à-dire tout le pouvoir au peuple, contre du coup ce qu'on appelle la démocratie représentative, avec des formes justement de démocratie directe, et aussi pour certains des populistes, et je vais tout de suite dire pourquoi je mets cette réserve, qui serait aussi la souveraineté nationale, c'est-à-dire en général ce qu'on appelle des nationaux populistes. Voilà pour une définition, disons, basique, sachant que ce populisme est à la fois un phénomène unique, unitaire, et en même temps diversifié. C'est-à-dire qu'il y a des populismes de droite qui sont majoritaires aujourd'hui, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, et quelques populismes de gauche qui ont à la fois des points communs entre eux, on pourra peut-être y revenir, et des éléments de différence entre eux, notamment sur leur conception de la nation, sur la conception du peuple, sur la sociologie de leurs électorats. Et je vais prendre juste un élément pour être tout à fait illustratif, et en donnant des noms sur ces populismes de droite. On le voit ici, le Rassemblement national, enfin tous ceux qui ont déjà été mentionnés, Fratelli d'Italia en Italie, Vox en Espagne et l'AfD en Allemagne, qui ont des points communs et des différences. Et pour les populismes de gauche, Podemos en Espagne, Syriza en Grèce et, selon moi en tout cas, la France insoumise. Ils ont des points communs et donc des différences. Et je vais vous l'illustrer tout de suite avec des enquêtes qui démontrent que l'électorat de ces formations, à droite, a une défiance verticale et une défiance horizontale. Qu'est-ce que ça veut dire? Une défiance verticale contre les élites, contre les institutions, et horizontale contre les voisins. D'abord moi, ensuite ma famille, et je me méfie de mon voisin, et encore plus, je rejette l'étranger. Tandis que l'électorat du populisme de gauche a une défiance verticale, mais n'a quasiment pas de défiance horizontale. C'est-à-dire qu'il est ouvert à l'altérité, il est ouvert aux voisins et il est ouvert à l'étranger. Donc vous voyez la complexité du phénomène. Un dernier point, en général, presque tous, même tous les populistes, et c'est pour ça qu'on vous a présenté cette photo qui est de bon escient, c'est qu'il y a un leader. Ou une leader d'ailleurs, un ou une leader maintenant, Marine Le Pen, Giorgia Meloni en Italie, c'est un phénomène nouveau, une leader aussi en Allemagne, Madame Weidel,
Alice, si je me souviens bien de son prénom, et qui incarnent ces mouvements et qui prétendent incarner le peuple. C'est-à-dire, à travers leur personnalité, c'est le peuple qui s'exprime. Je termine juste, pour être le plus bref possible, quelles sont les raisons de ces progressions spectaculaires et de cet enracinement? C'est ça qui est le plus frappant par rapport à des expériences passées. L'énorme défiance politique. Alors là, qu'on enregistre dans toutes les enquêtes qu'on a. Défiance en France, pour prendre l'Europe que je connais mieux que les États-Unis, très forte défiance. Tous les politiques sont corrompus, ne défendent que leurs intérêts. C'était très très fort en Italie, c'est maintenant plus fort en France qu'en Italie, et c'est présent dans quasiment tous les pays européens. Donc c'est le premier point sur lequel évidemment on peut s'interroger. Le deuxième point, c'est la crise économico-sociale. Pas tellement d'ailleurs en termes de chômage, même si le chômage repart maintenant, mais en termes d'inégalité, on en a parlé tout à l'heure, inégalité et précarisation du marché du travail, et donc sentiment d'exclusion. Et puis, donc, deuxième élément de progression possible de ces populistes qui exploitent, vous l'avez dit, tu l'as dit en introduction. Puis le troisième point plus compliqué, qui est ce qu'on appelle une dimension culturelle, qui tourne autour de deux questions. D'une part, mais qu'est-ce qu'on est aujourd'hui en Europe? Est-ce qu'on est avant tout lyonnais? Est-ce qu'on est avant tout français? Est-ce qu'on est avant tout européen? Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui fait qu'on fait société, comme on dit? Et deuxième élément, très compliqué, sur lequel j'essaye d'être le plus prudent possible parce qu'il est explosif, c'est comment évoluent nos sociétés dans des sociétés de plus en plus diversifiées dans leur composition, à la fois en termes de population et parfois de religion. Et donc, c'est la question de l'immigration. Et dans toutes les enquêtes, on voit qu'il y a, en Europe en tout cas, un très grand rejet de l'immigration aujourd'hui, qui est associé en plus avec l'islam que ces mouvements de droite, populistes de droite, présentent comme un danger parce que lié à l'islamisme, ce qui n'est pas du tout la même chose, et en particulier au traumatisme des attentats qui ont frappé l'Europe, en particulier la France et ces derniers temps l'Allemagne. Voilà, en quelques mots, évidemment, c'est des raccourcis qui peuvent être soumis à discussion, voire évidemment à critique. Peut-être, donc pour introduire peut-être le sujet du populisme et les médias et les réseaux sociaux, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir, donc si on veut s'introduire au sujet, et je pense que Clément aussi en parlera, les sujets de la pervasivité, enfin de la présence et du rôle déterminant des réseaux sociaux aujourd'hui dans l'élection et dans l'influence, dans l'élection des leaders populistes est extrêmement intéressante. C'est le sujet de notre rencontre. Et je pense que ça serait intéressant de faire un pas de côté pour comprendre à quel point la modalité aujourd'hui de communiquer la politique n'est pas un phénomène nouveau, n'est pas quelque chose de nouveau, parce que nous voyons aujourd'hui Twitter, enfin les grands réseaux sociaux, donc X, Facebook, Instagram, TikTok, sont considérés comme des moyens de fluidifier le message politique des hommes politiques et de créer une forme de polarisation. Mais comment tout ça a commencé et comment ça a permis à des leaders populistes qui simplifient extrêmement le message, qui souhaitent faire avancer, faire arriver à leurs électeurs, a pu être possible. Donc, je pense que si on prend l'exemple de X qui a été inventé, qui a été lancé en 2006, je ne me trompe pas, par Jack Dorsey entre autres, l'idée c'était de créer une nouvelle forme de communication très rapide, très efficace et très courte. Donc les 160 caractères donc pour exprimer une phrase, un concept, un slogan.
Et ça a produit une forme de révolution au sein de la communication politique et aussi au sein de campagnes politiques, des hommes politiques. Obama était l'un des premiers à avoir capté le rôle primordial, important, joué par les réseaux sociaux dans la campagne, dans la communication politique. Je me souviens personnellement en 2013, je me souviens la première fois où j'ai vu un homme politique répondre via X, enfin qui à l'époque était Twitter. C'était le président du Conseil, enfin le futur président du Conseil Matteo Renzi, qui avait emporté en Italie le modèle d'Obama et qui avait commencé à répondre directement sur X, sur Twitter, aux usagers. Et je me souviens, un ami à moi m'avait dit, mais tu sais, Matteo Renzi te répond directement, te parle directement, et tu peux lui poser une question, il te répond. Et moi, j'y croyais pas, et donc je suis allée voir, regarder, je vérifiais, je voyais effectivement Matteo Renzi répondait aux questions des usagers de Twitter. Et ça a été une énorme, un bouleversement majeur. Et je pense que ce qui est intéressant de voir dans ce type de communication, dans ce type de révolution, c'est le langage. Donc, ce n'est pas absolument nouveau, le fait d'utiliser des phrases courtes, et ça revient, on peut retrouver cette manière de communiquer et d'écrire déjà chez des philosophes, et moi je pense notamment à Nietzsche, qui inaugure une nouvelle forme qui adopte une forme d'écriture et d'expression très intéressante, qui est celle de l'aphorisme. L'aphorisme, à partir de la fin du 19e siècle, est considéré comme peut-être souvent considéré comme la seule manière d'exprimer une pensée. C'est-à-dire que jusqu'à Nietzsche, les penseurs, les philosophes s'exprimaient par des essais. Kant a écrit trois tomes pour communiquer sa philosophie. Et il s'agissait d'un enchaînement de pensées logiques qui amenait à une conclusion. Donc c'était les trois tomes de Kant étaient tous une partie d'une pensée organique, une pensée qui était développée, dont on pouvait voir les passages logiques. Avec l'arrivée de Nietzsche et de la déconstruction de la possibilité même de penser, parce qu'après Nietzsche, on se pose la question, est-ce qu'on peut toujours penser ? Désolée pour ces petits détours par la philosophie, mais c'est important pour comprendre à quel point la révolution des réseaux sociaux aujourd'hui n'est pas nouvelle. Elle a été annoncée et préparée par une pensée philosophique, en fait, d'une certaine manière. Donc il y a un style qui s'impose dans l'écriture philosophique, et celle de l'aphorisme. D'accord, de l'écrit court, efficace, immédiat, qui est immédiatement compréhensible par tout le monde et qui peut être reproduit de milliards de fois. Aujourd'hui, vous retrouvez les aphorismes de Oscar Wilde dans les canettes, affichés sur les canettes de Coca ou tout ça. Vous voyez, c'est très efficace. C'est quelque chose qui a été, même de Nietzsche d'ailleurs. Vous trouvez des aphorismes de Nietzsche sur les t-shirts. Voilà, c'est devenu, ça peut être reproduit facilement et compris facilement, immédiatement. Donc, on peut dire que la manière de communiquer et de penser qui a été inaugurée à la fin du 19e siècle, notamment par des philosophes comme Nietzsche, qui ont déconstruit la pensée, a été reprise, adoptée pleinement par certains réseaux sociaux comme Twitter, et elle est devenue le moyen pour créer des slogans sans pensée. C'est-à-dire, si à l'époque de Nietzsche, on avait une pensée et des fragments qui composaient une pensée unitaire, avec les réseaux sociaux, nous n'avons que des fragments. Mais il n'y a pas une forme d'unité de la pensée. C'est-à-dire, il y a une forme de proposition une proposition continue de fragments sans synthèse, sans aucune synthèse. Et c'est dans cette forme de pensée que nous sommes en train d'évoluer et de recevoir les messages de politiques populistes, c'est-à-dire dans l'absence absolue d'unité de la pensée.
Donc, dans le sens absolu d'un projet unitaire logique, où il y a une forme de début et de fin, de conclusion de la pensée. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus efficace, plus rapide, plus fluide. Et donc, c'est un style de communication qui remonte donc il y a quelques siècles en arrière. Et c'est le style qui a été adopté par plusieurs populistes que nous voyons ici affichés, qui essaient de capter l'attention par des aphorismes, on fait anciens aphorismes, donc des posts de Twitter, de X, par exemple. Voilà, je laisse la parole à Clément, qui peut-être... Ça marche ? Non, moi je vais prendre celui-là. Voilà. Pour compléter, c'est intéressant ce que tu dis sur effectivement la force des aphorismes et leur utilisation par les populistes. Les enquêtes ont montré que les discours conservateurs et parfois le simplisme de certains discours d'opposition conservateurs ou d'appel à la liberté d'expression intégrale passaient beaucoup mieux via les réseaux sociaux qu'un discours progressiste qui peut généralement avoir différentes composantes et être davantage nuancé et qui se prête assez mal aux réseaux sociaux. Et en 2022, il y a une sociologue américaine qui avait étudié cette question-là et qui montrait la force du discours conservateur et sa viralité bien supérieure au discours progressiste, notamment sur X. Et c'est pour ça certainement qu'on voit aujourd'hui, avec la force des algorithmes de X notamment, plus qu'avec Twitter auparavant, la viralité des contenus polarisants, des contenus extrêmes, mais plus spécifiquement des contenus d'extrême droite sur ces réseaux sociaux. Pour revenir à l'intitulé du colloque, moi je suis toujours un petit peu mal à l'aise avec l'emploi du mot populisme, parce que je trouve que parfois il désigne mal, ou chacun voit ce qu'il veut y voir. Est-ce qu'on peut par exemple considérer que Jordan Bardella est populiste? Marine Le Pen l'est sans aucun doute. Jordan Bardella, par exemple, c'est un petit peu plus compliqué. Je trouve que, à l'inverse, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, sans aucun doute, notamment en 2017, relève du populisme. Donc il y a effectivement là on parle plutôt des nationaux populistes, d'un populisme d'extrême droite, mais dans lequel est-ce que vous connaissez mieux que moi le sujet, mais Giorgia Meloni, est-ce que c'est un populisme? Est-ce que Matteo Salvini n'est pas davantage populiste qu'elle? Est-ce qu'il n'y avait pas une forme de populisme dans la communication de Matteo Renzi ou aujourd'hui d'Emmanuel Macron? Voilà, je trouve que parfois ce mot est parfois un peu fourre-tout, et parfois, des fois, chez certains de mes confrères, je le trouve un peu employé à mauvais escient. Sur le rôle des médias, je pense que il y a deux questions qui se posent dans le rôle des médias dans l'essor des populismes. La première, c'est est-ce que la simple exposition d'idées populistes dans les médias participe ou a participé de leur expansion électorale? Et est-ce que il aurait fallu l'empêcher? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les moyens de communication et dans les médias une force objective qui tire les idées populistes vers le haut, qui les surexpose par rapport à leur force réelle dans la population? Sur la première question, je dirais que c'est un peu le débat d'il y a 30 ans ou 20 ans, dorénavant que les forces d'extrême droite sont si fortes dans tous les pays d'Europe. La question aurait pu se poser à l'époque de Jean-Marie Le Pen, de savoir s'il fallait l'inviter dans les médias alors qu'il distillait la division, des appels à la haine, une division de la République, un discours de division de la République. Le sujet a été tranché dans les années 90, et c'est vrai que son essor a correspondu aussi à sa visibilité plus grande dans les médias, alors qu'il avait à l'époque une assez faible représentativité électorale.
Il y a un dernier pays enfin, c'est pas un pays, c'est une région qui pratique une forme de cordon sanitaire médiatique en Europe, c'est la Wallonie. Causalité n'est pas corrélation, mais force est de constater que c'est la région d'Europe où l'extrême droite est la plus faible, en dessous de 5%, je crois. Alors que la Flandre, qui pourtant aurait peut-être moins de raisons, quand on regarde les raisons de voter à l'extrême droite, l'extrême droite est le premier parti en Flandre. Enfin, ça se joue avec les libéraux, mais aucun représentant d'extrême droite n'est invité sur les médias publics wallons, en vertu d'un accord passé entre les médias publics et les grands journaux wallons. Et force est de constater que ça a un impact sur leur poids électoral. Mais en France, évidemment, la question se pose désormais plus du tout. Sur le deuxième thème de la puissance des idées populistes, ou en tout cas des idées plutôt d'extrême droite dans les médias et dans les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, et notamment depuis 2021, je dirais, l'aboutissement et la fin de la construction d'un écosystème médiatique et qui est fortement lié aux réseaux sociaux, qui participe de l'essor de ces idées-là. Et c'est quelque chose qui s'est fait brique par brique. On a d'abord eu des expressions très libérées de la parole d'extrême droite depuis 20 ans dans les médias français, notamment à cause d'Éric Zemmour qui a été invité qui était l'intervenant principal de talk show depuis, ça a commencé en 2003 sur des chaînes d'information en continu, et ça a participé de l'essor de ces idées, mais désormais vous avez quelque chose de complètement cohérent et construit, inspiré de l'écosystème américain, avec des chaînes de télé, des journaux de presse écrite, des magazines, des médias orientés sur les réseaux sociaux, et des intervenants qui peuvent alimenter cette machine, donc qui sont généralement à tête de think tanks, qui sont plutôt des cellules vides, mais ça leur donne un statut pour intervenir sur ces chaînes ou dans ces médias. Vous avez un institut de sondage qui est propriété également du groupe Bolloré et qui 2 à 3 fois par semaine fait à la demande de CNews des sondages sur l'islam, sur l'immigration, sur l'insécurité, qui alimentent ensuite les débats toute la journée sur cette chaîne. Ensuite je ne sais pas comment on peut les appeler, des hommes politiques en tout cas, qui relayent ces échanges de la sphère Bolloré et qui les font atterrir in fine dans les médias mainstream. Et c'est un écosystème assez fort qu'on ne discerne pas forcément, je pense, quand on est étudiant, mais que je vous invite à analyser pour comprendre d'où viennent les débats qui atterrissent ensuite dans la presse généraliste, sur les chaînes info ou dans les grands journaux. Tout ça vient généralement de petites étincelles qui ont été allumées sur CNews ou sur des médias encore plus confidentiels et qui sont propagées ensuite par des instruments aussi variés que des sondages, des prises de parole de politiques, d'abord un petit peu de petit niveau et de plus en plus haut. Et voilà, tout ça aboutit à influencer le discours public. Donc dorénavant, il faut faire avec cette donnée-là.
Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. J'aurais juste une question justement sur le rapport entre médias d'information et réseaux sociaux et un peu avec, votre avis sur ce qui peut être fait, parce qu'on voit par exemple Le Monde a réussi à se décliner sur Snapchat, enfin il va très très vite dans l'idée de se décliner un peu partout justement pour étendre son public et avec succès puisqu'il a quand même augmenté son nombre de lecteurs, d'abonnements, etc., en changeant les plateformes. Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie ? Est-ce que ça porte ses fruits ? Ou est-ce que justement sur ce combat-là, sur ce ring-là du réseau social, il y a toujours, c'est compliqué de se maintenir dans la course ? Merci. Alors, je suis pas spécialiste de notre politique réseaux sociaux, mais c'est sûr que c'est une entreprise qui a été entamée il y a 5 ou 6 ans de vraiment mettre des moyens notamment sur TikTok, sur Snapchat, sur YouTube. C'est pas un réseau social, mais c'est aussi une plateforme à investir dans l'optique de rajeunir l'électorat occasionnel et dans l'optique de jouer le rôle qu'on estime devoir jouer dans le débat public sur des plateformes autres que le site ou encore plus le journal papier qui peut être un petit peu intimidant. Donc l'idée c'est de présenter les choses sous un aspect un peu plus simple, un peu plus imagé, mais tout en gardant, tout en prenant soin à la véracité des faits, à la qualité des intervenants. Ça marche assez bien, mais après c'est sûr que c'est pas vraiment un combat à armes égales d'être sur des réseaux sociaux qui favorisent une fois de plus les points de vue qui génèrent des réactions, donc des points de vue radicaux qui peuvent susciter de la colère qu'on a envie de partager. Voilà, et nous c'est pas du tout là-dessus qu'on joue, donc voilà, c'est un point faible entre guillemets, mais ça marche effectivement très bien. L'idée c'est de se dire que les moins de 30 ans doivent aussi commencer à s'acclimater à la marque Le Monde dans l'espoir qu'ils puissent s'abonner un jour. Abonnez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être ? Alors, moi, j'avais une question pour Anna et Clément Guilloux, puisque vous êtes des journalistes, donc vous avez une expérience de terrain. Anne a suivi Matteo Salvini pendant un mois pour sa campagne électorale. Clément Guilloux est un spécialiste du RN qui suit. Quelle est votre expérience du rapport que ces partis politiques ont avec les médias, les réseaux sociaux? Une question vraiment concrète. Alors le RN, si on parle du RN, est très très fort sur les réseaux sociaux. Pour avoir longtemps été écarté quand même des médias mainstream, ils ont développé une stratégie sur Internet, mais vraiment dans les années 90, quoi. Ça a été le premier parti à être présent sur Internet et à vouloir en faire un canal d'expression pour contourner et pour faire ce qu'ils appelaient à l'époque de la réinformation. Et c'était vraiment une obsession de l'extrême droite radicale je ne parle pas seulement du Front National, mais de l'extrême droite radicale d'utiliser Internet. Et aujourd'hui, ils sont très forts. Jordan Bardella je ne sais plus s'il est premier ou deuxième politique suivi sur TikTok. Marine Le Pen sur YouTube et sur Facebook, elle est très puissante aussi. Donc ça leur a considérablement servi. Leur rapport avec les médias, ils ont évolué depuis une époque où ils pouvaient écarter les médias qu'ils jugeaient pas suffisamment honnêtes à leur endroit. Désormais, il n'y a plus d'organes de presse qui soient écartés des événements du RN à part l'émission Quotidien. Marine Le Pen estimant que c'est une émission de divertissement et pas d'information et qui ne méritent pas leur carte de presse. Mais c'est plutôt des rapports
cordiaux officiellement. Après, c'est quand même vraiment très difficile de leur parler, notamment aux leaders. Moi, j'ai pas eu accès à Bardella depuis plus d'un an. Marine Le Pen a des rapports compliqués avec nous dernièrement suite au décès de son père et d'articles qui ne lui ont pas plu. Voilà, c'est des rapports, de toute façon c'est un rapport de force. Eux savent quand même que, enfin certains autour d'eux se disent que ce serait pas mal de parler de temps en temps et de faire passer leurs éléments de langage dans le monde. D'autres considèrent que c'est absolument pas la peine, que c'est un combat perdu d'avance et qu'il vaut mieux consacrer. C'est vrai que le travail de relation avec la presse écrite pour les hommes politiques est très chronophage. Il rapporte pas beaucoup. Généralement, quand on se voit, c'est 1 heure et puis vous retrouvez avec 3 phrases dans un article. Un article qui par ailleurs peut vous être défavorable, alors que quand vous faites une matinale, vous touchez parfois plus d'1 million de personnes en 7 minutes et voilà. Donc c'est pas un travail qu'ils font très volontiers tout de même, mais ils sont attentifs à ne pas apparaître comme entravant la liberté de la presse. Alors, donc moi je parle d'un autre point de vue, c'est-à-dire celui d'une journaliste indépendante. Donc je ne représente pas un média spécialement, donc j'ai eu accès à la Ligue et notamment à Matteo Salvini, le leader de la Ligue et aujourd'hui vice-président du Conseil italien, à un moment où il menait des campagnes dans 2 régions très importantes en Italie, en Émilie-Romagne et en Calabre. Et j'ai eu l'occasion de vraiment de passer des journées entières avec lui et son équipe et de voir comment il avait réussi le pari des réseaux sociaux. Vous vous souvenez peut-être, en fait, le succès de Matteo Salvini en 2018. Enfin, il remporte les élections, la Ligue remporte les élections et il gouverne le pays avec les mouvements 5 étoiles. A été en fait le résultat d'un certain nombre de facteurs et parmi lesquels il y a l'usage de réseaux sociaux a joué un rôle majeur et il avait créé une task force qui s'appelle la Bête de Beast, qui était composée par un certain nombre de geeks, de personnes, de fidèles, de conseillers et d'informaticiens qui veillaient tous les jours au sujet qui porteurs afin de pouvoir les exploiter pour communiquer des sujets politiques. Donc on se retrouve. Donc j'ai pu voir d'un côté le fonctionnement de la Bête. Mais aussi, en même temps, de la capacité de Salvini, en tant qu'animal politique, de saisir toute occasion pour la communication, une forme de communication agressive sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est un peu le même... au moment où je travaillais sur la campagne de Salvini, j'observais déjà la communication de Bardella, qui était encore... en fait, c'était en 2020, donc il commençait, il débutait. Et je voyais à quel point beaucoup d'astuces et des stratégies de communication utilisées aujourd'hui par le RN ont été empruntées de la Ligue de Matteo Salvini. Et notamment une forme des communications, notamment sur Facebook, sur Instagram, certains stories. Il y a aussi des standards dans l'usage de la musique. Voilà, donc j'ai retrouvé des éléments dans la communication de RN. Je ne sais pas si c'est toujours... il y a de temps en temps des stories que je peux revoir qui me rappellent beaucoup le succès de Matteo Salvini en Italie, la communication de Matteo Salvini en Italie. Alors, en quoi Matteo Salvini était intéressant ? Moi je trouvais très intéressant le fait qu'il arrivait à intégrer la communication sur les réseaux sociaux avec une présence de terrain, en fait, dans les territoires, dans les différents villages, très importante. Donc il assurait 11 meetings par jour, du matin au soir, dans différents endroits, donc dans différents villages.
italien. Et en plus, il accompagnait ça avec une communication numérique très importante. Donc, je pense que le succès de sa campagne, de ces différentes campagnes, était lié à cette complémentarité entre les réseaux sociaux et les terrains. Et de l'autre côté, ses adversaires, je pense au Parti démocrate, étaient beaucoup moins présents, et même le mouvement 5 étoiles était très présent sur la toile, mais très peu présent dans le territoire et dans le village, dans les meetings. Donc évidemment, ce qui était intéressant dans les meetings, dans les différents villages, c'était moins le discours, puisque le discours, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, c'était réduit dans une forme... Le discours durait à peu près 5 minutes à chaque fois. Et après, j'ai observé la séance des selfies, qui est la même séance de selfies qu'aujourd'hui Marine Le Pen et Jordan Bardella assurent. Je pense que tu pourras peut-être... après chaque meeting, voilà. Ce qui est extrêmement important, donc, c'est la séance de selfies, et moins le discours politique qui est proposé en amont. Et la séance de selfie est un moment révélateur, extrêmement intéressant, parce que vous voyez à quel point c'est un moment rassembleur, et pour les partisans, et c'est pour les sympathisants, et pour les curieux. Donc il n'y a pas forcément des personnes qui voteront RN ou voteront la Ligue, mais il y a des personnes qui aimeraient bien avoir un selfie avec Jordan Bardella, pourquoi pas? Parce que il est connu, il est populaire, il est pour certains et certaines, il est beau. Donc c'est vraiment une forme de communication assez efficace sur les réseaux qui en plus est très qui permet d'avoir une viralité énorme pour le parti et pour les leaders. Et un autre élément intéressant, c'était qui m'a vraiment interpellé, c'était que ces personnes restent, malgré les temps, il pouvait faire très froid, très chaud, pleuvoir, neiger, et pourtant les sympathisants, les participants au meeting attendaient de manière très réglée, bien encadrée, le moment du selfie. Ce qui est assez extraordinaire en Italie, parce que comme vous le savez, quand on est en file d'attente comme ça, il y a vraiment un grand bazar, personne ne respecte la queue et tout ça. Et pour une fois, j'observais, il y avait une forme de révérence à l'égard du leader et de respect des autres. Voilà, ça m'avait fait penser au rituel de la messe, presque, au moment où les participants à la messe attendent de recevoir le corps du Christ. Et donc, pouvoir participer, de partager un morceau du corps du Christ sur les réseaux sociaux, en fait. Ce que j'ai pu remarquer, c'est la substitution du rituel. Aujourd'hui, nous sommes face à la fin des rituels communautaires. Donc, nous assistons à ça, finalement. Il n'y a plus de grandes fêtes qui rassemblent la communauté. Des rituels périodiques, hebdomadaires, qui nous rappellent le fait de faire communauté. Et donc, à ces moments-là, j'ai retrouvé un moment de communautaire très fort où les participants souhaitaient partager un morceau du corps de Salvini. Donnez-moi un morceau du corps de Salvini, je veux le partager avec ma communauté. C'est sur les réseaux, de manière différente. Voilà, ça c'est ce que j'ai pu observer, c'est vraiment la complémentarité réseaux sociaux et présence physique des leaders. Effectivement, dans son livre, c'est tout à fait intéressant ce que tu soulignes. Alors, je voudrais faire une remarque qui prolonge peut-être ce que vous avez dit, et une nuance quand même, me semble-t-il. Alors, la prolongation, c'est le succès de ces réseaux sociaux me semble lié, en tout cas pour ceux qui les suivent, parce qu'on sait que ces réseaux sociaux fonctionnent en silo. Il y a très peu d'interactions. Ils ne sont pas à l'origine du développement de ce que moi j'appelle le populisme. On ne va pas reprendre ces discussions qu'on a eues pendant toute la journée entre nous, Clément, mais on pourra en discuter à un autre moment. Mais en fait, ça sert à convaincre encore plus ses partisans
Et d'autant plus que, alors c'est peut-être la différence certainement avec Nietzsche, c'est que d'abord c'est la diffusion, c'est du top-down et c'est du bottom-up. C'est-à-dire que ça joue dans les deux sens et ça approfondit. Donc ça joue aussi sur le fait qu'une partie de ceux qui suivent ces réseaux sociaux, notamment pour ceux dont on parle actuellement, ont une défiance par rapport à un grand nombre de médias traditionnels, qui est enregistré quasiment dans toutes les enquêtes. C'est-à-dire, on se méfie parce que justement, et c'est ça la dimension populiste, ça vient du mainstream, ça vient de la pensée supposée être dominante, ça vient des médias traditionnels, ça vient de ce qui nous est proposé, et puisque ça vient de vous, on se défie, justement. Donc là, je prolonge cette discussion et vous avez raison. Alors la nuance, ce que tu nous présentes, c'est remarquablement présenté dans ton livre, mais Salvini est en chute libre. C'est-à-dire le fait d'avoir cette capacité de réseaux sociaux, c'est un argument de force. Quand Anne a fait son enquête en Émilie-Romagne, il échoue en Émilie-Romagne, il n'arrive pas à conquérir cette région qui est historiquement rouge. Il gagne, il avait plus d'un électeur sur 3, 34% aux élections européennes en 2019. Il est à 8% aujourd'hui. Il est en pleine difficulté. Et effectivement, il a ce formidable outil, la bestia, la bête de réseaux sociaux. On a pu être obnubilé par ça en se disant mais c'est une force ascendante. Mais le problème de ces réseaux sociaux, si vous n'êtes pas un bon politique, ça ne fonctionne pas. Et au bout d'un moment, Salvini est dans les difficultés qu'il a actuellement. Donc il est à 8%. Il est largement dominé par Giorgia Meloni, qui est par ailleurs elle aussi très très bonne sur les questions de communication et de réseaux sociaux. Mais ce qui compte quand même, alors c'est peut-être, j'allais dire, mon défaut de sociologue de la politique, ce qui compte, c'est aussi le rôle de l'acteur politique. Ce n'est pas simplement d'avoir cette maîtrise de l'outil technologique. Et vous avez cité deux autres personnes qui eux aussi sont très très bons ou ont été très bons sur les réseaux sociaux. Matteo Renzi, tu l'as dit, Anna, tu as tout à fait raison. Matteo Renzi, qui commence sa campagne, qui commence par être maire de Florence, qui justement bouleverse sa communication politique quand il est maire de Florence, qui va se lancer à la direction du Parti démocrate. Il est un outsider, il est très peu connu, il va l'emporter, il va ensuite être président du Conseil et il a cette fulgurante capacité de communication. Il est toujours, tu le dis très bien, dans ses réseaux sociaux, mais y compris dans sa communication, j'allais dire en vidéo. Il est absolument remarquable et tout le monde dit il a un avenir considérable. Il s'effondre littéralement 2 ans après. Aujourd'hui, c'est moins de 2%. Moins de 2%. Donc attention, ce n'est pas parce que vous maîtrisez très bien les réseaux sociaux que vous avez une sorte de puissance, que c'est une irrésistible ascension. Puis l'autre exemple, c'est Macron. Vous l'avez cité, c'est-à-dire que Macron est très bon sur les réseaux sociaux. Dans la campagne 2016-2017, au moment de sa première élection présidentielle, il a cette capacité et il a 2 modèles en tête. 2 modèles en tête. Le modèle du mouvement 5 étoiles, qu'il a étudié de très très près, je peux vous le dire, à la fois Beppe Grillo, alors il n'a rien à voir avec Beppe Grillo, mais la verticalité, d'autre part l'horizontalité, et donc il va rajouter en plus l'expérience de la campagne Obama. On engage les marcheurs qui vont aller faire du porte-à-porte. Et donc ça, c'est son premier modèle. Et son deuxième modèle, c'est Matteo Renzi, justement pour ses capacités communicationnelles. Et il fait une campagne, justement, assez originale, même très originale à l'époque. Mélenchon aussi dans un autre genre, avec l'invention de l'hologramme, par exemple. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron est dans la situation d'impopularité. Il est le président de la République, de la Ve République, le plus impopulaire, pour ne pas dire le plus détesté. Et par conséquent, j'insiste là-dessus, parce qu'on peut avoir cette forme, j'allais dire, de séduction des réseaux sociaux. On peut insister sur cette capacité, mais ça suppose en même temps une action politique qui permet de maintenir ce niveau de popularité. Je pense qu'il ne faudrait pas se tromper là-dessus, c'est-à-dire que vous reteniez comme idée, si un acteur politique est capable de maîtriser les réseaux sociaux, il est à l'origine d'une irrésistible ascension, il va gagner le pouvoir, etc. Non, il y a des aléas. Jordan Bardella est excellent, effectivement, semble-t-il, sur TikTok. Un certain nombre d'études l'ont montré pour les élections européennes en particulier. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a une garantie de victoire ? C'est un autre pas qui dépendra beaucoup du type de stratégie qu'il mettra ensuite en place. Excusez-moi, je voudrais dissiper une sorte de, de fascination de la technologie, quoi. Heureusement, d'une certaine façon, il reste encore une capacité. Heureusement. Mais la séquence du mois de juin,
2024 est très révélatrice là-dessus sur les forces et faiblesses de Bardella et du RN. Vous avez une campagne, celle des européennes, qui se fait beaucoup sur les réseaux sociaux et qui se fait sur une ou deux émissions de télé, où le RN performe à plus de 31% de mémoire. Et derrière, vous avez une campagne avec beaucoup plus d'enjeux du point de vue des électeurs, et qui va se faire sur des débats, sur des conférences de presse, sur un programme, et sur la capacité organisationnelle du parti et la force de son équipe. Et voilà. Donc à la fois sur la personne de Bardella, mais sur la qualité des candidats dans 577 circonscriptions. Et là, tout s'effondre, tout s'effiloche, parce que vous pouvez être fort sur les réseaux sociaux, mais ne pas gérer votre parti à l'année. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Jordan Bardella, de sorte qu'il a eu à payer les pots cassés de son équipe pas au niveau. Moi, j'avais une question pour rebondir sur la question sur la défiance qu'évoquait Marc. On entend souvent dire qu'on est maintenant dans l'ère de la post-vérité. Alors avec justement les réseaux, tout ça, et toutes les fake news qui circulent. J'ai remarqué que, par exemple, le journal télévisé de France 2 maintenant fait un QR code. Vous pouvez vérifier nos sources. Genre, on dit la vérité, en fait. Et donc, ma question, c'est en gros, comment ça a fait évoluer votre travail de journaliste, en fait, la diffusion, l'aspect viral des fake news, dans quelle mesure ça impacte au quotidien votre activité, et qu'est-ce qui a changé dans vos méthodes, peut-être dans votre écriture? Dans les méthodes et l'écriture, rien à vrai dire, parce que on vérifiait les informations avant, et on le fait encore ensuite. Ce qui change, c'est effectivement ces fake news conjuguées à la viralité des réseaux sociaux, qui font que des sujets montent très vite, et qu'à une époque, je pense, mais plutôt il y a 15 ou 20 ans, donc ça va pas trop vous parler, dans les rédactions, il y avait l'idée qu'il fallait tout de suite sauter sur le sujet qui montait sur les réseaux sociaux, à la fois parce que si tout le monde en parlait, c'est que c'était forcément un sujet, et que en plus ça allait faire de l'audience, puisque les gens s'y intéressaient. Et vous pouviez tomber assez facilement dans des fake news si vous preniez pas le temps de vérifier le truc, parce que souvent les choses sont présentées sous un angle, c'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus, mais c'est plus sexy quand c'est présenté sous cet angle, ou plus clivant, donc on va le vendre comme ça, et après les hommes ou femmes politiques vont pouvoir exploiter cette vision des choses. C'est pas une fake news, mais l'histoire de la mort de Thomas Crépol, sur laquelle reviennent 3 journalistes du Parisien dans un livre là, qui est sorti ou qui va sortir. C'est une belle histoire de manipulation politique et d'échec médiatique d'une certaine manière, avec une version des faits, une vision identitaire de la mort de cet adolescent et des faits qui ont conduit à sa mort, pendant 10, peut-être 7 ou 10 jours, mais qui peuvent paraître 2 mois, jusqu'à ce que des premiers témoignages consolidés, les débuts de l'enquête de police permettent de nuancer le récit identitaire qui a été tenu pendant une semaine, et qui est parti, moi j'ai vu le truc monter très vite, qui est parti de Damien Rieu, qui est un proche de Marion Maréchal, qui à l'époque était dans l'équipe d'Éric Zemmour, et qui a une vraie armée numérique. Donc Damien Rieu, le média Livre Noir à l'époque, et CNews ensuite. Et tout ça donne une formidable caisse de résonance ensuite, quand vous avez beaucoup de politiques qui s'en emparent. Donc sur la question des fake news, oui, c'est vrai que ça a quand même un impact sur le fait il faut garder la tête froide en fait quand on est journaliste. Oui,
Et de mon côté, j'ai observé la naissance d'un certain nombre de plateformes de fact-checking que je trouve absolument intéressantes et indispensable aujourd'hui pour travailler. Je pense notamment à l'Italie qui n'a jamais eu de plateforme Made in Italy. Et j'ai vu la naissance de Pagella Politica, qui est un site né en 2012 et qui a été créé par des jeunes anciens journalistes et qui se sont dit, ils ont vu monter vraiment un certain nombre de fake news dans le débat politique italien et très précocement, ils ont commencé à diffuser un certain nombre de données et d'analyses qui sont indispensables aujourd'hui pour un journaliste pour composer avec les différentes sources et qui aujourd'hui sont attaqués directement par les hommes politiques italiens. C'est la seule plateforme en Italie qui fait un travail quotidien où il rassemble énormément de données et ils analysent les discours des hommes politiques, de la présidente du Conseil, des ministres et des représentants politiques et ils fournissent des contre-exemples ou bien des données vérifiées. C'est qui a permis de fournir aux électeurs et aux citoyens italiens une information de qualité et vérifiée. Sinon, c'est beaucoup plus compliqué car les systèmes médiatiques, il faudrait peut-être évoquer l'économie des médias en Italie et en France. C'est un système complexe où, notamment en Italie, il y a une présence de l'État dans plusieurs médias qui fait que de temps en temps, c'est compliqué de faire sortir une information, notamment dans les médias d'État comme la RAI, voilà, où il y a eu plusieurs problèmes à ce sujet. Voilà. Donc effectivement, les plateformes de fact-checking sont indispensables aujourd'hui pour mieux comprendre et décrypter l'actualité. Non, j'ai rien de spécial à dire, si ce n'est une chose, je pense que c'est tout à fait important pour ceux qui ne sont pas déjà complètement dans les sphères dont on parle. Parce qu'il y a une phrase, moi, que j'adore citer, qui est d'un des plus grands sociologues qui soit, non mais c'est une plaisanterie, hein. C'est Marcel Proust, donc a priori, qui n'a rien à voir avec la sociologie ou l'histoire, mais dans La recherche du temps perdu, il écrit « Les faits ne pénètrent pas dans le monde de nos croyances ». Et je crois que c'est très très fort. Alors il ne parlait pas du tout des populistes, il parlait tout à fait d'autre chose, mais les faits ne pénètrent pas dans le monde de nos croyances, c'est vraiment le problème, parce qu'il y a un certain nombre, et c'est le succès, moi, de ce que j'appelle les populismes, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont dorénavant convaincues, qui croient, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de croyance, et par rapport justement à ce que tu soulevais comme question, Charlotte, qui pensent qu'eux ont la vérité et qu'on nous cache des choses sur le Covid, et par conséquent, s'adresser à cette population, parce qu'aujourd'hui, c'est terrible à dire, mission impossible, parce qu'effectivement, les faits ne pénètrent pas dans le monde de leurs croyances. Et par conséquent, mais en même temps, ce travail est indispensable pour tous ceux qui ne sont pas encore, si j'ose dire, je vais employer un mot qui ressort du vocabulaire religieux, convertis, justement. Et sur l'économie, il y a vraiment une auteure, je vous recommande de la lire, c'est Julia Cagé, qui d'ailleurs, je crois, est à la présidence du comité chez vous, de la Société des rédacteurs. Et Julia Cagé est une économiste qui est à Sciences Po et qui a fait une série de travaux absolument remarquable, documenté sur le système des médias et en particulier du groupe Bolloré, et qui lance depuis des années un cri d'alarme sur ce qui est en train de se passer dans la concentration médiatique. Vraiment, alors là, s'il y a une auteure qui nous a permis de comprendre comment ce système est mis en place, c'est elle. Donc je vous recommande de lire ses articles ou ses livres. Ok, bonjour.
Alors moi je m'interrogeais plus sur les tendances du populisme plutôt à droite et à gauche. Donc on sait que les deux peuvent se manifester, enfin des deux côtés. Pour autant, est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage? Est-ce que le populisme d'extrême droite, par exemple, est plus populaire que celui d'extrême gauche? Et est-ce que, si oui, cette tendance peut s'expliquer majoritairement par l'influence des réseaux sociaux, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui permettent de l'expliquer? Alors, je vais me permettre de répondre. Alors, il y a des points communs et il y a des différences. Il y a des points communs qui sont justement ceux que j'énonçais tout à l'heure. Un appel au peuple, une critique des élites, une critique de l'Union européenne, le rôle du chef, le rôle du leader, masculin ou féminin. Ça, on le retrouve dans beaucoup de pays, en particulier, me semble-t-il, même pas me semble-t-il, je pense, en France. Donc ça, c'est des éléments communs. Après, il y a des grandes différences, véritablement grandes. Quand le populiste de droite parle de nation, il n'a pas la même conception de la nation que le populisme de gauche. Du côté du populisme de droite, c'est une conception qu'on appelle souvent ethno-culturelle, c'est-à-dire qu'on est français parce qu'on est... c'est la France aux Français, ce qui est la vieille position de l'extrême droite depuis le 19e siècle en France, et c'est aussi supposé d'adhérer à un certain type de représentation du patrimoine de la France, qui est celui qu'il propose. Du côté de la nation telle qu'elle est conçue, du côté du populisme de gauche, c'est beaucoup plus une nation ouverte. Sur la question du peuple, ils n'ont pas la même conception du peuple, même s'il peut y avoir des recouvrements. Le peuple du côté du populisme de droite, c'est les gens. En italien, on dirait la gente, c'est the common people, comme on dit en anglais, c'est-à-dire parce que le peuple par lui-même a du bon sens. Du côté du populisme de gauche, c'est plus... Alors moi, j'avais appelé ça dans un livre précédent la plebs. Bon, mais c'est pas du tout péjoratif. Hein, c'est essayer de désigner la plèbe. Bon. Et de l'autre côté, c'est plus le populus, c'est-à-dire c'est le peuple conscient, le peuple citoyen, le peuple dans la grande tradition de la gauche jacobine, celui qui est presque une avant-garde, qui a un haut niveau de politisation. Alors après, il y a des recouvrements, parce que de temps en temps, par exemple, Jean-Luc Mélenchon parle aussi des gens lui-même. Il essaye de s'adresser parfois au bon sens populaire. Il y a une différence de sociologie électorale. Je réponds directement à votre question. J'ai parlé tout à l'heure de la défiance, donc je ne vais pas le reprendre, hein, qui n'est pas exactement la même. Enfin, il y a un point commun, la verticale, mais pas du tout horizontale. Du point de vue de la sociologie électorale, là, on a une quantité d'études, en tout cas pour la France, très importante. D'une part, l'électorat, alors de 2024, mais je parle sous le contrôle de quelqu'un qui suit ça de très près, aujourd'hui est largement diffusé, hein, dans toutes les catégories. Mais il reste un noyau très important d'un électorat populaire, très populaire, avec un niveau de revenus inférieur, avec un niveau d'instruction aussi très souvent inférieur. Mais aujourd'hui, ça pénètre dans toutes les catégories sociales. Les deux seuls qui échappent, c'est les retraités avec un niveau élevé, un haut niveau d'instruction. Sinon, c'est la grande chose qui a été mise en lumière par des études d'un sociologue qui s'appelle Luc Rouban, qui montre la pénétration générale aujourd'hui du RN à l'issue des élections européennes et des élections législatives. 11 millions d'électeurs, hein, quand même. Il ne faut jamais oublier, premier parti en France. Du côté de la France insoumise, pour prendre ce cas, il y a une partie d'électorat populaire, mais ce n'est pas le même type d'électorat populaire. C'est un électorat qui n'est pas, par exemple, dans les petites communes, qui n'est pas un électorat rural, qui est un électorat plus dans les périphéries des villes, en particulier avec un vote des jeunes qui ont un plus haut niveau d'instruction, et qui sont aussi très souvent des jeunes d'origine immigrée. Relativement, hein, attention. J'ajoute une dernière chose, attention, le premier parti dans l'électorat populaire, c'est ni le RN, ni la France insoumise, c'est l'abstention. Et le premier parti chez ceux qui ont un niveau d'instruction faible, c'est ni du côté du RN, ni du côté LFI, c'est encore une fois du côté de l'abstention. Mais quand on prend en considération ces votes, c'est ce que je viens de vous décrire, mais là je crois qu'il y a un consensus, hein, dans toutes les études qu'on a, qui sont très très nombreuses en France. Vous pouvez les regarder, les consulter en particulier, soit sur les enquêtes d'opinion qui sont faites, IFOP, Ipsos, soit publicité pour Sciences Po Paris, sur le site du CEVIPOF, du Centre d'études de la vie politique française, où vous avez beaucoup de travaux qui vous font régulièrement le point sur cette sociologie des électorats.
Oui, donc une toute dernière question. Bonjour à tous. J'avais une question par rapport aux réseaux sociaux, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que pour vous, les partis, ils les utilisent plus en mode stratégique ou comme pari, ou alors c'est juste un petit plus comme ça pour leur campagne? En ce qui concerne le RN, c'est tout à fait stratégique. C'est vraiment pas la mission qu'on va donner à un gars au fond de la pièce. Amuse-toi bien avec ton ordinateur, quoi. Je retrouvais un papier là qu'on avait fait sur les dépenses du RN en communication. Vous savez que le fait d'avoir des députés européens donne beaucoup de moyens financiers, bien plus que en France. D'ailleurs, le RN a des problèmes pour ça, sur la manière dont il les utilise. Mais ils ne s'en servent pas seulement pour faire tourner à une époque, selon la justice, la machine Rassemblement national. Ils s'en servent beaucoup pour communiquer, parce qu'ils ont des gros budgets de communication grâce à ça. Entre 2019 et 2023, le groupe du RN au Parlement européen a dépensé 600 000 euros de communication sur Facebook, ce qui était plus que le gouvernement français. Et ce qui était, mais c'était par rapport aux autres partis européens, il n'y en avait aucun vraiment qui arrivait à la cheville. Parce qu'il considère, c'est un parti qui sait que son électorat est très présent sur Facebook, parce que c'est un électorat populaire. Et donc il pousse les pages du Rassemblement national, il pousse les pages de Bardella, d'autres députés européens dont vous n'avez jamais entendu parler, mais ils mettent des dizaines de milliers d'euros en publicité sponsorisée. Et je pensais à ce que tu disais sur l'utilisation des moments selfie par Salvini sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est incroyable la manière dont le RN exploite sur les réseaux cette ferveur qu'arrive à susciter Bardella notamment dans des séances de dédicaces là, dernièrement pour son livre, ou dans la campagne européenne sur les marchés. Voilà, parce que ça donne aussi un effet... ça peut donner, par exemple, aux journalistes qui les suivent l'image d'un enthousiasme profond, d'une dynamique de campagne. Donc voilà, ces moments de selfie, effectivement, ils sont très importants dans la communication du RN, et notamment sur les réseaux sociaux. Oui, très présent. Et puis, mais ensuite, il faut faire la part des choses entre ceux qui vont voter et les curieux. Parce que, comme on disait tout à l'heure, dans ces moments pendant les moments de selfie, il y a beaucoup de curieux et des personnes qui aimeraient simplement avoir un selfie avec Bardella, qui peut-être n'auront jamais voté pour lui, et des militants qui suivent régulièrement leurs représentants favoris, voilà. Donc oui, effectivement, il y a clairement une stratégie, et il y a aussi une stratégie dans la mise en scène du corps du leader dans les réseaux sociaux, et c'est ce qui est très important, je pense, et c'est quelque chose que les partis populistes, notamment d'extrême droite, je pense, enfin c'est ce que je connais, enfin que j'étudiais de plus près, utilisent beaucoup. Et donc la mise en scène d'une sorte de prestance même physique, c'est-à-dire que voilà, Jordan Bardella est un exemple, mais aussi, ça peut paraître peut-être même rigolo, mais bon, Donald Trump, il mise beaucoup sur sa capacité de rendre festif tout moment tout moment politique. Et donc il danse, il bouge, il discute, il utilise beaucoup les mains, et donc là aussi il y a une représentation d'un homme, on dirait en opposition. Pendant la campagne, il a joué beaucoup sur ça, en opposition à Joe Biden, par exemple, qui l'a défini à plusieurs reprises, Sleepy Joe. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui avait du mal à récupérer ses mots, et qui pouvait avoir des problèmes dans la déambulation de temps en temps. Et donc, voilà, il y a aussi l'importance de la mise en scène du corps du leader dans les réseaux sociaux, qui est extrêmement importante. Il ne faut pas
pas oublier. Donc la prestance physique du leader qui peut assurer beaucoup de meetings, qui je sais pas, qui se retrouve dans des moments festifs ou de vie quotidienne, mais qui est toujours très très énergique. Et là, il y a aussi la dépolitisation du discours qui est communiqué par les réseaux sociaux. Quand vous voyez Bardella, c'est TikTok les plus partagés, c'est ceux où il mange des bonbons, où il boit une bière au centre d'agriculture. Il prenait sa tartine de Nutella le matin et il disait Ouais. bonjour les Italiens, regardez comme vous tous, je mange ma tartine de Ouais. Nutella ce matin. Voilà. Et Mélenchon, je crois qu'un de ses posts TikTok avait eu le plus de succès. Il était en train de boire un lait fraise. Et voilà, enfin, le message qui est partagé sur TikTok généralement est le moins politique possible à l'inverse, pour qu'il puisse être pas trop clivant, quoi, pour qu'on se dise bah tiens, Bardella, c'est juste un mec cool qui aime bien les Haribo, mais on sait pas vraiment ce qu'il pense. Voilà. Merci beaucoup. Donc on ne vous laisse pas souffler un seul instant. Et donc on vous propose d'aller à un film Malraux qui est toujours au sous-sol dans l'autre cour pour le documentaire.